Beaucoup de gens pensent que Pokémon est trop lisse et enfantin. C'est oublier tous les scandales qui ont bousculé la série depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on plonge dans les dramas, dans ces enfers qui ont entaché l'image de Pokémon. Game Freak a-t-il menti à Internet? Depuis bientôt 20 ans, Junichi Masuda est devenu LE visage de Pokémon. D'abord simple programmeur et compositeur de musique, il grimpera rapidement les échelons pour devenir depuis les épisodes Ruby et Saphir, directeur et producteur des jeux Pokémon. C'est surtout lui qui voyagera à travers le monde pour promouvoir la série et faire les conférences de presse. Pour se rapprocher toujours plus de la communauté, Masuda décidera de s'inscrire sur un réseau bien connu, Twitter. Autant vous dire qu'il avait mis les pieds en enfer. Depuis 2016 et la sortie de Soleil et Lune sur 3DS qui a commencé à décevoir les fans, il subit un cyberharcèlement quotidien. Mais le sommet de ce harcèlement va être atteint peu avant la sortie d'Épée et Bouclier. 11 juin 2019, Masuda, producteur de Pokémon, annonce en live à l'E3 que les joueurs ne pourront pas transférer de Pokémon depuis l'application Pokémon Home s'ils ne sont pas dans le Pokédex régional de Galar. Autrement dit, ces nouveaux jeux Pokémon n'auront que 400 monstres disponibles, et pas les quasi 900 du Pokédex global. Le fameux slogan « Attrapez-les tous » n'était plus. Pas mal de youtubeurs en ont parlé en vidéo. On a eu le droit à une flopée de vidéos drama sur YouTube, des centaines de milliers de vues et de partages. Les fans en colère ont retourné tout Twitter pendant 3 jours, en lançant le hashtag #BringBackNationalDex, réclamant le retour du Pokédex classique, un Pokédex où il ne manquerait aucun Pokémon. Pourtant, on savait tous que cette limitation de Pokémon n'était que temporaire. Il nous avait déjà plus ou moins fait le coup avec Soleil et Lune, et personne n'avait rien dit. Il y a 2 bonnes raisons pour ne pas mettre tous les Pokémon tout de suite. D'abord, marketing. Faut vendre les DLC et passes d'extension. Mais y a pas que ça. Ce choix est aussi là pour permettre à la méta stratégique du jeu d'être réduite temporairement pour rendre la scène compétitive plus accessible aux nouveaux joueurs. Et pour les anciens stratèges, la limitation du Pokédex n'est au final pas si dérangeante que ça. Ça permet de créer 2 métas distinctes, une méta avant DLC et une méta après DLC, une sorte de saison 2. Des raisons simples et compréhensibles, mais Game Freak a mal communiqué dessus, répétant et affirmant qu'il n'y aurait jamais tous les Pokémon, alors que c'était faux. Le pire, c'est qu'ils s'enfonceront dans des explications dont on peut dire aujourd'hui sans souci qu'elles étaient bidons. Game Freak affirmera ainsi que la taille des cartouches des jeux rendait impossible l'intégration de tous les Pokémon. Ils ont aussi parlé des animations qui prenaient un temps de travail titanesque pour les rendre les meilleurs possibles et qui par conséquent demandaient de réduire le nombre de Pokémon à animer. Rapidement pourtant, les premiers extraits du jeu vont nous montrer des animations qui sont pas forcément au niveau d'une licence qui pèse 100 milliards de dollars. Quelque chose d'encore pire va être dévoilé, ce qui conduira à un deuxième hashtag drama, Game Freak Lie. Un leak nous révèle que les développeurs de Pokémon Épée et Bouclier auraient utilisé d'anciens modèles de Soleil et Lune sortis sur 3DS pour gagner du temps lors de la conception du jeu. Pourtant, l'été 2019, Omori, le réalisateur du jeu, et Masuda, le producteur, avaient expliqué au magazine de jeux vidéo japonais Famitsu que tous les modèles du jeu avaient été créés à partir de 0, ce qui les obligeait à limiter le nombre de Pokémon. Il y a eu un gros débat pour savoir si ces leaks étaient justes ou pas, mais surtout un gros débat sur les conséquences de la polémique sur Twitter. N'était-ce pas un harcèlement déguisé en manifestation ? Le dénigrement injuste du travail de développeur par des gens qui n'y connaissent rien. On a eu un drama similaire avec le jeu de la saga Noob par exemple. Des leaks ont fuité, Twitter s'est enflammé et la presse a relayé. D'un côté, ceux qui pensent qu'on crache à la gueule du travail d'une équipe, pour certains ce sont des manifestations virtuelles qui permettent de faire avancer la série sur la bonne voie, et puis il y a les trolls et les gens qui aiment juste être méchants sur Twitter. Il y a eu la même chose pour Pokémon, la même chose pour Assassin's Creed et beaucoup d'autres jeux. À la différence que Pokémon n'a toujours pas essayé de calmer les fans. J'ai presque envie de dire que c'est le contraire. Pour sauver la série d'un Épée et Bouclier qui est considéré par certains comme un naufrage, nombreux sont ceux qui attendaient THE Annonce, un jeu qui allait raviver la flamme de Pokémon. Et cette annonce devait avoir lieu le 24 juin, à l'annonce d'un Pokémon Present, un événement teasé comme devant être le début d'une nouvelle ère pour Pokémon. La sortie d'un nouveau jeu. On a tous alors pensé à un remake de Diamant et Perle, ou une suite à un gros jeu, et pas du tout. Pokémon Unite, un jeu mobile. Et même pas un jeu original, c'est un MOBA, une sorte de clone de League of Legends. Mais tu peux pas faire ça, mais c'est pas possible. Alors en vrai, oui, l'annonce est révolutionnaire en vrai. Un jeu Pokémon clairement axé compétitif, une ouverture sur le mobile et une coopération entre le Japon et un géant chinois tel que Tencent. C'est historique, mais pas pour le fan lambda. La vidéo d'annonce du jeu sera retirée quelques heures seulement après l'annonce et on comprend vite pourquoi en voyant le nombre de dislikes. L'annonce de ce jeu a réalisé l'exploit d'être encore moins bien accueillie que celle de Pokémon Let's Go 2 ans plus tôt. Avec la sortie du premier DLC d'Épée et Bouclier qui a beaucoup déçu et les autres échecs passés, beaucoup se font du souci
pour l'avenir de la série. Quand Pokémon créait des problèmes géopolitiques. Juin 2016, à Hong Kong, une foule manifeste devant le consulat japonais. Une nouvelle a en effet secoué le pays. La traduction chinoise des Pokémon a été changée pour Soleil et Lune. Pour la première fois depuis 20 ans, Pokémon Company a décidé de traduire ses jeux vidéo uniquement en mandarin. Or, la majorité des Hongkongais parlent cantonais. D'habitude, Pokémon traduit ses jeux dans toutes les grandes langues de Chine, pas cette fois. Pour vous donner un exemple concret de modification, la nouvelle prononciation de Pikachu à Hong Kong ne sera plus Pikachu, mais Pikachu. Imaginez qu'un truc comme ça arrive en France. Les habitants de Hong Kong ont donc manifesté devant le consulat japonais et ont organisé une pétition menée par le groupe indépendantiste Civic Passion. Pétition récoltant des milliers et des milliers de signatures. Seulement, ça n'a pas suffi. Les manifestants et joueurs hongkongais n'ont pas eu gain de cause. Nintendo refusant les propositions des fans. Et oui, ça leur prendrait plus de temps et d'argent de traduire les jeux en différents dialectes. On imagine aussi ne pas vouloir froisser le pouvoir central chinois qui cherche lui aussi à tout harmoniser. Et ne surtout pas entendre parler de Hong Kong réclamer des exceptions. Compliqué les dilemmes pour un décisionnaire chez Pokémon. Et le pire, c'est que ce n'est pas le seul endroit du monde où il y a eu des embrouilles politiques. Dans les années 2000, en Arabie Saoudite, Pokémon a été banni. Une fatwa dénonçait le jeu comme trop proche des théories de l'évolution de Charles Darwin. Qu'il serait un outil de propagande de pays ennemis et qu'il contiendrait des jeux d'argent interdits par l'islam. Ça a quasi 20 ans ce truc, on pensait que c'était oublié. Mais non. Avec Pokémon Go, la loi est ressortie et le jeu reste bien interdit. Et cette participation de Pokémon au débat politique, on la trouve aussi en Occident. Pendant la campagne présidentielle américaine, Trump et Hillary Clinton se mettaient sur la tronche à coups de références de Pokémon. Les chasses Pokémon Go devenaient des outils de recrutement de militants. En France, bon, c'est un peu moins foufou. On a eu une histoire de racisme à la télévision. Les grandes affaires et procès Pokémon. Qui dit entreprise connue dit forcément procès. Disney, Nintendo, Universal, tout le monde y passe. Le premier qui a cherché des noises à Pokémon, c'est Uri Geller, le magicien connu pour avoir démocratisé la torsion de petites cuillères avec ses pouvoirs télépathiques. Bon, depuis, ça a été débunké. Vous l'aurez compris, selon lui, le Pokémon Kadabra serait un plagiat de lui-même. Il a donc porté plainte pour une utilisation non loyale de son image, mais il perdra l'affaire. Deuxième affaire, Burger King, ça vous dit un truc? En 1999, pour faire vendre des menus aux enfants, Burger King proposait un jouet en forme de Pokéball. C'est une bonne initiative en soi, jusqu'à ce que cela tourne au drame. Un bébé âgé d'à peine 1 an meurt étouffé avec. Vous allez me dire comment un bébé peut avaler un truc aussi gros? Eh bien en fait, c'est la moitié de la Pokéball qui faisait pile la taille pour recouvrir le nez et la bouche. Ça créait un effet de vide et le bébé piégé n'avait plus aucun moyen de respirer. Plus tard, un deuxième bébé en sera victime, mais il est sauvé, heureusement. Burger King est en panique et décide de publier des annonces dans tous les journaux et même à la télé. Ça ne sera pas suffisant, un deuxième bébé mourra. Un procès allait avoir lieu, mais Burger King a trouvé un accord avec les parents. On imagine des millions de dollars en compensation. Dernier scandale qui a failli mal finir juridiquement, Nintendo vs PETA. PETA, c'est une association engagée dans la cause animale. Et pour leur communication, ils ont eu la merveilleuse idée d'éditer un jeu Pokémon. Mais un jeu Pokémon bien sombre où Sacha exploite les animaux. À la fin de la partie, une infirmière va nous offrir un coffre trésor qui contient en réalité plein de vidéos et d'images d'animaux blessés, torturés et maltraités. Ça ne rigole zéro. Alors après, j'ai trouvé plein d'autres affaires avec Pokémon au tribunal, mais c'est pour de la contrefaçon. D'ailleurs, nous aussi, on avait eu quelques problèmes avec eux. On était tranquillement à la Japan Expo en train de faire une mini-conférence pour une vingtaine d'abonnés tirés au sort. Et là, t'as des gros colosses musclés qui débarquent et qui s'assoient au milieu des jeunes. On se doute de rien, on se dit que Pokémon, c'est aussi pour les grands. Bah en fait, c'était une descente de la douane pour traquer les contrefaçons Pokémon. Si on avait eu le malheur après la conférence de vendre des goodies Pokémon, on était mort. Les autres scandales. Des scandales autour de Pokémon, il y en a eu d'autres, des censures d'épisodes et de cartes pour des modifs parfois horribles. Mais aussi tout ce qui s'est passé pendant la folie Pokémon Go. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la presse, ça mérite 2 vidéos à part entière. Donc si vous voulez la suite des scandales, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. J'ai pas non plus parlé des scandales autour des youtubeurs Pokémon. Il y en a eu très peu en France, mais aux États-Unis, des gros youtubeurs Pokémon ont commis des choses plus que limites. Mais bon, pourquoi ne pas en faire une vraie vidéo, en expliquant bien les choses de façon journalistique et neutre. On verra. En tout cas, c'était un plaisir de voir avec vous que non, la licence Pokémon n'est pas un long fleuve tranquille fait de plein de petits Pokémon mignons qui se font des bisous. Il y a des enjeux, il y a des dramas, et c'est pour ça que Pokémon, aujourd'hui, vit toujours. C'était Saréo, à la prochaine.